Tu prononces Sébastien ou tu le dis à la française? Non, Sébastien. Sébastien. Sébastien, Ok. ouais. C'est pénible pour les Français parce que le nombre de fois, même sur le document officiel, c'est marqué I-E-N et pas Bien sûr. I-A-N. C'est pour ça que je dois insister Sébastien. Et il y a des gens aussi qui m'appellent Sébastien. Que j'aime vraiment pas. C'est le pire, je trouve, oui. Vraiment pas. Ouais, c'est Sébastien. Sébastien. À l'espagnol, à l'américaine. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? Ok. Moi, je m'appelle Sébastien Marx et je suis un humoriste d'origine américaine. Ça fait 20 ans que j'habite maintenant en France. Et voilà, quoi. Je ne sais pas quoi dire en plus, quoi. J'ai grandi à New York, aux États-Unis, pour les gens qui ne savent pas où se situe New York. Et je me suis baigné. Tu dois m'aider avec la langue française. Okay. Alors, je suis là pour un cours de français. Je ne sais pas pourquoi. Toi, tu es là, mais merci beaucoup pour le... J'ai baigné dans la langue, je pense. Je baignais. Dans la langue? Non, dans l'humour, dans le stand-up, Uh-huh. en tant qu'Américain. J'étais pas sûr si c'était je me baignais ou je baignais. Si c'était je se baignais. Ouais, tu peux dire je me suis baigné dans l'eau, par exemple. Oui, physiquement. Donc c'est un autre sens. Non, je voulais dire métaphoriquement. Exactement. Je baignais. Ouais. Je baignais dans l'humour, le stand-up aux États-Unis. Il y a beaucoup de stand-up à la télé dans les années 80, 90. Et donc, j'absorbais pas mal de ça et ça me donnait envie de monter sur scène, ce que j'ai fait aux États-Unis déjà, à New York et à Boston où j'ai fait mes études. Et après, je suis venu en France parce que j'ai suivi une Française et donc je pensais faire autre chose. Je ne pensais pas forcément continuer avec le stand-up parce que je ne parlais pas la langue. Et après, je me disais, oui, ça peut être drôle de le faire en France et en français. Parce que malgré tout, après des années en France, j'ai commencé à noter des idées ou de mes expériences en tant qu'Américain ou juste un étranger en France. Et je voyais quand je commençais à monter sur scène, même si j'avais un accent et je parlais comme un enfant de 7 ans, il y avait des choses qui pouvaient plaire aux Français. Mais tu as commencé en anglais ou Non, en France, ouais, j'ai commencé directement en français. Ah ouais, ok. Ouais. Bah, pas tout de suite, hein, ça faisait déjà 2 ans que j'étais déjà en France. Ouais, mais tu as vraiment ça en toi, c'est vraiment le métier que tu devais faire, parce que tu l'as fait aux États-Unis, tu as suivi, tu étais prêt à arrêter ce métier pour ta femme, j'imagine? Oui, ou non, je pensais faire, oui, le métier de stand-up. Et tu es quand même revenu à ça. Donc oui, en fait, je pensais travailler dans le cinéma, donc c'était pas trop loin non plus. J'ai fait mes études là-dedans. Okay. Et donc après, oui, la scène me manquait. Et aussi, je pense, malgré moi, mon cerveau travaille d'une façon que je note des choses que je trouve drôles. Ouais. Et je le note parfois en forme de blague. Et après j'avais un petit carnet de ça. Et je me dis, OK, ça peut être chouette de tester et voir si ça peut aussi plaire à un public français. Ouais, mais je pense que tu étais très confiant pour faire ça en français, avec des Français, avec un accent. Je sais pas, mais oui, j'étais très stressé. Mais oui, en fait, je pense que c'était viscéral, quoi. C'était quelque chose qui j'avais vraiment envie de remonter sur scène, oui. Ok. Tu as fait du stand-up aux États-Unis avant de partir pour la France. Est-ce qu'on rit de la même chose en France et aux États-Unis? Oui, bon, en général, oui, je crois que oui. Ouais, okay. Mais je pense que ça joue pas mal à des références ou des choix de mots. Mais oui, en général, il y a les mêmes genres de thèmes qui reviennent, peu importe le pays, c'est-à-dire la relation homme-femme ou faire des blagues contre le racisme ou des observations de la vie quotidienne. Oui, il y a toujours ça qui revient. Parce que je trouve que c'est assez culturel. Tu vois, quand je parle avec des élèves, par exemple, ou des gens des étrangers qui apprennent le français, par exemple, parfois je conseille un film, Le Dîner de cons, par exemple. Oui. J'en avais parlé avec une élève, elle l'a vu, elle est anglaise, et elle m'a dit, mais j'ai pas compris ton film. Ah, il y a plein de films français que, par exemple, ma chérie, elle adore. Voilà. Et qui font rire les Français et que les étrangers... J'essaie d'expliquer. Évidemment, il y a certains sujets, mais je pense qu'il y a tellement d'humour qui vient du choix de mots ou de l'intonation. Et si, par exemple, con, le mot con, c'est le dîner de con. Déjà, on n'a pas ce mot en anglais.
c'est même difficile à traduire ce mot en anglais. Ça peut être jerk, ça peut être asshole, ça peut être con, quelqu'un de bête, stupide. Donc, il y a plusieurs trucs. Alors que vous avez un mot pour dire un peu tout ça. Ouais. Et le mot, phonétiquement, ça a un sens. Con, c'est court, c'est drôle, c'est punchy. Et quand tu n'as pas forcément les mêmes références linguistiquement parlant, je pense qu'on ne rigole pas la même chose. Parfois, je peux montrer un sketch de SNL, de Saturday Night Live, très américain à ma chérie. Elle va comprendre pourquoi c'est drôle, mais elle ne va pas forcément rigoler à haute voix. Après le dîner de con, bon, on parle aussi d'un film qui date, Oui. Qui date d'il y a 30 ans. C'est ça, 30, sinon 40 ans je suis pas sûre, mais oui, je Par bien exemple, 30 ans. les bronzés font du ski. Ouais. Ma femme, comme plein de Français, est hyper fan. C'est culte. C'est culte, Mais parce que vous avez grandi aussi avec. Et même, on a revu, parce qu'on a montré ce film aux enfants. Les enfants, donc on parle des enfants plutôt français, même s'ils sont franco-américains, mais s'ils sont français, ils n'ont pas rigolé de la même façon que ma femme. Ouais. Donc, c'est pas que culturel, c'est aussi générationnel. Mais ça appartient à une époque aussi, certaines blagues qu'on fait plus maintenant. Oui, et qui sont cultes. C'est-à-dire que c'est drôle parce que pour vous, c'est culte. Ouais. Et même, elle peut sortir ces phrases cultes à moi, et je dis, je vois pas quoi. Ou je vois pas pourquoi c'est drôle. Ou c'est drôle parce que, oui, c'est juste parce que vous avez grandi, ou c'était drôle il y a 40 ans, donc maintenant, c'est une espèce de running gag. Exact, comme n'importe quel pays, n'importe quelle culture, on a ça. Aux États-Unis, pareil, il y a quelques films que j'ai essayé de montrer à ma femme. Ça va pas, quoi. Elle chope pas l'humour, quoi. Mais tu as dû t'adapter à ça parce que les relations hommes-femmes, par exemple, tu peux en parler aux États-Unis, en France. Il y aura peut-être des choses qui vont changer, tu t'adaptes à la culture ou aux habitudes du pays, mais globalement, c'est un sujet qui parle à peu près dans tous les pays. Donc, tu es américain, tu as grandi aux États-Unis. Donc, je pense que ces références culturelles aux États-Unis, tu les as naturellement, les avais. En France, tu demandais, comment tu faisais en fait au début comment tu as écrit tes premières blagues? Mon ex m'a aidé un peu à traduire littéralement. Donc tu écrivais en anglais et tu traduisais? Ah oui, complètement. Et je le fais un peu encore aujourd'hui. J'essaie d'écrire de plus en plus directement en français. Justement parce qu'il y a un choix de mots qui n'est pas pareil, il y a un rythme qui n'est pas pareil. Ouais, même les jeux de mots, ce genre de choses. Et donc ça, c'est pas pareil. Mais quand on parle de ce qui fait rire, en fait, quelque part, le fond reste plutôt pareil. Évidemment, je trouve qu'il y a plus une différence entre les générations aujourd'hui, plutôt qu'entre franco-américains, si on enlève justement tout ce qui est linguistique et référentiel. Mais oui, donc à la base, je commençais à écrire en anglais et le traduire en français. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Aussi, dans ma bouche, je parlais encore moins bien qu'aujourd'hui, donc imagine. Mais tu parles très bien. Non, mais avec un accent encore plus prononcé. Donc, je récitais mon texte comme si je l'apprenais, comme si c'était une poésie. Mais moi, j'imagine la pression que ça devait être de faire rire. Déjà, c'est très effrayant pour les gens qui ne sont pas humoristes. Vous montez sur scène, devoir faire rire des gens, moi, j'aurais une peur, mais... Oui. En fait, j'avais beaucoup... Et toi, tu as en plus la langue, donc j'avais pas mal de trac au début, c'est vrai. Mais en même temps, j'avais envie, et je pense que malgré tout, ça me protégeait. C'est-à-dire que si les gens rigolaient pas, je pouvais toujours dire « Ah, c'est juste parce qu'ils n'ont pas compris », ou « C'est juste mon accent ». Alors que si je le faisais en anglais, tout de suite, c'est « Ah, je suis pas drôle ». Oui, je suis pas drôle. S'ils rigolent pas, ça veut dire que c'est pas drôle. Donc, malgré tout, je pense que c'était une mini-protection, une petite carapace. Mais en même temps, le problème, c'était le même chose. C'est-à-dire que parfois, je suis descendu de la scène en disant « Ok, ça n'a pas marché, mais est-ce que juste parce qu'ils n'ont pas compris ou parce qu'ils ont compris, mais juste ils n'ont pas trouvé la blague drôle ?» Et donc, ça implique beaucoup plus de travail pour moi parce que comprendre, enfin, il fallait faire une enquête pour savoir, ok, je vais tester autrement, avec un autre choix de mots, ou je vais vraiment répéter ce texte pour que ce soit encore plus fluide, pour que j'ai un meilleur rythme, et tout ça, pour que ce soit plus naturel. Et après, voir si c'est drôle. Ah, toujours pas. Donc ça veut dire que juste, c'est pas drôle.
Ça dépend du public. Est-ce qu'il y a des blagues que tu... Parce que moi, j'ai découvert une vidéo où tu fais des blagues sur la langue française. Je pense que mon algorithme me montre beaucoup de choses sur la langue française. C'est pas la seule. Ouais. Et donc, c'est comme ça que j'avais beaucoup ri. Je me suis dit, trop bien, j'ai envie de t'avoir sur le podcast. Est-ce qu'il y a des blagues qui... Celle-ci, je pense que les blagues sur la langue française, tu les as testées plusieurs fois, etc. Et elles marchent, j'imagine, à peu près tout le temps. Est-ce qu'il y a des blagues qui marchent super bien avec un public un jour? Tu sais pas pourquoi, t'as fait la même... Tu l'as raconté, tu l'as dit de la même façon et elle marche super bien un jour et pas du tout un autre genre. Bon, ça arrive à n'importe quel humoriste. Oui, c'est tout le temps. C'est cool. Est-ce que, évidemment, quand on commence à aborder des sujets plus, entre guillemets, sensibles, par exemple, je suis aussi juif et j'essaie d'en faire de blagues. Okay. Et je vois que ça, vraiment, ça dépend de la soirée. C'est-à-dire que je peux avoir des applauses, vraiment des gens morts de rire sur certaines blagues sur le fait d'être juif, et d'autres où tout de suite, tension dans la salle. Et moi, depuis, j'essaie vraiment à trouver la façon que même s'il y a une tension dans la salle, de parler du fait qu'il y a de la tension dans la salle et faire des blagues là-dessus pour me protéger, rebondir sur ça. Ouais. Et ça, souvent, ça marche malgré tout. Mais oui, je vois que quand je fais certaines blagues, selon le soir, c'est pas la même réaction. Ah, wow. Et tu as déjà eu un bid, un échec où les gens ne rigolent pas? Ah oui, ça arrive à tous les humoristes, je pense, mais... Tout le temps. Ouais. Et comment tu... Et comment tu... Surtout, je précise parce que maintenant, je suis en phase de rodage. Okay. Rodage, c'est work in progress. D'un nouveau spectacle? D'un nouveau spectacle. Cette année, depuis le mois de mars, okay. Je suis avec un 3e spectacle, un nouveau. Et donc, je passe par une phase de rodage. Donc, c'est-à-dire que j'ai des dates un peu partout. Je suis toujours en tournée, mais dans des salles plus petites, où j'indique dès le début, même sur l'affiche, c'est Sébastien Marx en rodage. Okay. Donc, j'espère que les gens comprennent ça. Et donc, je suis là pour tester, parce qu'on ne peut pas savoir. Le nombre de fois où j'ai écrit un roman de blagues, c'est-à-dire 2-3 spectacles même, 2-3 heures de blagues, en pensant, je suis un génie, j'ai 3 spectacles, c'est incroyable, je monte sur scène, 10% de ce que j'ai écrit est drôle. Et on ne peut pas savoir d'avance, parce que c'est 10% où les gens rigolent, c'est jamais où je pense qu'ils allaient rigoler. Et je parle avec d'autres humoristes, c'est pas que moi. On est toujours surpris par d'où va venir le rire. Et donc c'est ça qui est stressant, mais c'est ça qui est excitant aussi. Ouais. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est une surprise à chaque fois. Parfois, je trouve une blague trop évidente, et les gens sont morts de rire, et d'autres que je trouve hyper bien trouvées, silence total. Ah ouais. Et la question de base, c'était quoi? Si tu avais déjà eu justement... le bid, donc oui, régulièrement. Et donc surtout en ce moment où je teste vraiment carrément des blagues. Mais donc, tu testes donc le rodage, parce que j'ai aucune idée, moi j'ai plein de questions là. Donc, tu as une phase de rodage qui dure à peu près plusieurs mois dans des petites salles. Ensuite, une fois, et donc à chaque date, tu dis, tiens, ce soir, cette blague a mieux marché qu'hier, bon, on va la garder, je la reteste plus tard. C'est ça. Et petit à petit, comme ça, tu enlèves des blagues. C'est une question de pourcentage, c'est-à-dire que si la blague fonctionne 9 fois sur 10, je sais que la fois où ça n'a pas marché est une exception. C'est une exception, donc je vais plutôt le garder. Il y a d'autres qui sont 4 sur 10, et là, pourquoi ça a marché les 4 fois et pas les 6 autres fois? Donc, évidemment, on va garder celle qui marche le mieux et plus régulièrement. Et tu changes pendant le rodage, ou tu attends la fin du rodage pour tout... Non, chaque soir, j'essaie, si j'ai le temps, entre chaque spectacle ou chaque fois j'ai testé la blague, de revenir sur la blague, comprendre pourquoi ça n'a pas marché, ou qu'est-ce que j'ai dit différemment, ou c'était quoi mon rythme ce soir-là, ou mon attitude ce soir-là, parce que ça joue à rien. Ça joue à, parfois, il y a une blague ou des blagues qui ne fonctionnent pas vraiment, et je donne 1 seconde de plus entre la phrase et la chute, et ça marche. Oui, le temps de pause entre... Le temps de pause. Et parfois, ça joue à littéralement 1 seconde de silence de plus. C'est hallucinant. Mais en fait, c'est le genre de métier, toi, où c'est vraiment l'expérience qui va te rendre, qui te rend bon, quoi. Oui, complètement. Parce que l'expérience implique la confiance aussi. Parce que même si tu es très très bon, naturellement, tu fais rire tes amis, par exemple, et tu te dis, tiens, j'aimerais monter sur scène. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes, on connaît tous quelqu'un de drôle, et on se dit, oh, mais toi, tu dois faire un one-woman show, un one-man show. Mais je pense que même si tu es très bon, t'as quand même, au début, tu es quand même un peu... Rien à voir. J'ai envie de rien à voir. Il y a des gens qui sont très drôles dans la vraie vie, qui sont nuls sur scène et l'inverse. Ah ouais? Vraiment.
Tu penses des gens très drôles sur scène qui sont pas du tout drôles dans leur vie Ah oui. Ah, ok. Moi, je suis pas spécialement drôle dans la vie. Alors, en fait, quand je suis dans un milieu social, bon, ça n'aide pas parce que souvent c'est un milieu francophone et donc du coup, je suis toujours pas au même niveau que quand je parle anglais malgré tout. Mais oui, je me trouve pas. C'est drôle parce que quand on est dans les. Ma femme dans la vraie vie, par exemple, elle est très drôle. Okay. Elle est aussi drôle sur scène. Ah, elle est sur scène Oui, elle monte aussi, elle est comédienne. Mais je ne veux pas enlever le fait qu'elle soit drôle sur scène en disant qu'elle est drôle dans la vraie vie. Mais dans un milieu social, par exemple, elle est clairement plus à l'aise. Elle a la tchatch, bon, encore une fois, c'est sa langue maternelle, donc ça peut aider. Mais. Donc, tout le monde, c'est même une blague entre nous, que quand moi j'annonce que moi je suis l'humoriste professionnel, les gens disent ah bon c'est pas plutôt toi en parlant de ma femme. Et donc, non, rien à voir. Parce que vraiment, c'est deux exercices différents. Et les gens qui peuvent être très à l'aise dans un milieu social, tu le mets sur une scène devant une centaine d'étrangers, d'inconnus, vraiment, ils perdent leurs moyens et... Tu penses que tu es plus drôle en anglais aujourd'hui? Pas maintenant, j'ai l'impression que c'est kiff-kiff. J'ai l'impression que c'est surtout parce que mon attitude n'est pas pareille. Quand je joue en français, j'ai l'impression, malgré tout, même si je suis plutôt à l'aise et ça fait déjà 20 ans que je suis là, je me sens toujours un peu comme un étranger. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand je joue en français, je rends visite au public. Alors que quand je joue en anglais, surtout quand je ne suis pas aux États-Unis, c'est le public qui me rend visite. C'est-à-dire que je suis chez moi, le public est là pour me rendre visite si je joue en anglais. Si je joue en français, c'est moi toujours un peu l'étranger qui débarque. Et c'est une posture que je fais peut-être inconsciemment, qui fait que je me trouve un peu différent. Mais malgré tout, j'aime les deux. J'aime les deux postures. C'est drôle pour moi de jouer soit l'un, soit l'autre. Ok. Et tu joues, donc tu vis en France, tu retournes, j'imagine, aux États-Unis parfois, même avec tes enfants. Tu joues parfois, tu fais du stand-up? Oui, parfois je joue aux États-Unis, mais vu que la plupart des gens qui me suivent sont francophones, même quand je joue en anglais aux États-Unis... C'est des Français. Ouais, si je ne parle pas dans un comedy club où je fais 5 minutes. Ça, c'est devant un public, évidemment, qui ne sont pas venus pour me voir, ils sont venus pour voir le comedy club. Mais quand je joue mon one en entier, mon one-man show en entier, oui, c'est plutôt de francophones qui habitent, des Français qui habitent aux États-Unis qui viennent me voir. Ok. Et en France, tu penses que ton accent américain, le fait que tu sois américain, ça a été un avantage? Oui. Ok. En fait, ça me demande plus de boulot, comme j'ai dit au début, de comprendre pourquoi une blague n'a pas marché, etc. Un peu plus de courage aussi peut-être par rapport peut-être, à... mais en même temps, ça m'a donné, et ça me donne toujours une identité, ce qui est très bien aujourd'hui. On te reconnaît peut-être. Oui, honnêtement, c'est pas forcément, ça m'aide pas dans l'écriture des blagues, mais ça m'aide dans le milieu, pour remplir la salle. En fait, vu surtout aujourd'hui le stand-up a explosé en France, il y a tellement d'humoristes aujourd'hui et il y a beaucoup qui sont drôles, mais ils ne démarquent pas. Ils peuvent raconter des blagues très drôles, encore une fois, sur le couple, mais il y a une quinzaine ou une centaine d'autres humoristes qui vont aussi parler du couple d'une façon drôle, mais pourquoi j'irais voir ce mec-là et pas cette meuf-là Moi, en franco-anglais, parce qu'il est pas américain, Paul Taylor. Et toi, c'est les deux. Ah ouais, tu le connais? Ah bah oui, c'est vrai que c'est un petit. On a commencé ensemble. J'ai déjà vu aussi des vidéos, je le trouve aussi très drôle. Et donc vous êtes un peu les deux dans ma tête si je pense à humoristes qui parlent des différences français-anglais, c'est toi et lui, tu vois. Et la scène, c'est vrai que le stand-up en France s'est développé, je sais pas, ces 10 dernières années, 20 dernières années, j'imagine. Ouais, je dirais depuis le Jamel Comedy Club. Le Jamel était vraiment le premier truc où le Français disait c'est quoi ce truc. Les gens montent sur scène avec juste un micro et ils parlent à nous, ils jouent pas un personnage. Tout ça, c'était vraiment le Jamel qui a présenté ça au Jamel Comedy Club. Jamel Debbouze, qui a présenté ça aux Français, je trouve. Ouais. Parce que c'est américain, tu penses que c'est une influence, ça vient des États-Unis et on a adapté. Mais il est dit. Ouais, le Deb Jam, ça vient de Def Comedy Jam, qui était une émission aux États-Unis quand j'ai grandi, dans les années 90. Et donc, il existait déjà plein d'émissions
de ce genre, c'est-à-dire un plateau. C'est un plateau filmé, c'est-à-dire il y a un présentateur qui fait une petite intro pour chauffer le public. Et après, il y a, je ne sais pas, 5-6 humoristes qui se suivent en faisant un passage de 10 minutes. Ça, on a vu depuis 30 ans aux États-Unis. J'ai grandi avec ce genre de format. Okay. Et Jamel a dit pourquoi je ne le ferais pas en France. Il a appelé ça le Deb Jam aussi, qui vient de Def Jam. Okay. Et donc, mais il est dit dans les interviews, clairement, il a pris ça influencé des Américains. Oui. Ouais. Donc toi, quand tu es arrivé en France, c'était à peu près à cette période-là, j'imagine, si c'était il y a 20 ans. Oui, c'était en fait, le Jamel, quelques années après mon arrivée, que les gens commençaient à me parler en disant, ouais, voilà, il faut que tu regardes cette émission-là, ça rappelle stand-up aux États-Unis, effectivement. Ouais. Et il y a beaucoup d'humoristes, comme tu disais, surtout à Paris, j'ai l'impression. Moi, j'écoute des podcasts justement francophones, enfin voilà, avec des humoristes. J'ai l'impression que c'est assez compliqué. Toi, tu as fait ta place, voilà. Mais je pense qu'au début, ça a l'air d'être très compliqué pour les gens qui se lancent. Oui. Il y a énormément de concurrence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, mais en même temps, il y a beaucoup plus d'opportunités que quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, il y avait genre 3 scènes à Paris où on pouvait faire du stand-up. Maintenant, il y a littéralement le Paname, il y a plein de... Ouais, maintenant, il y a, il y a de vrais comedy clubs qui proposent des soirées 5 soirs par semaine, parfois même plus. Il y a aussi des soirées une fois par semaine gérées par un humoriste qui a dit tiens, je vais faire mon propre plateau derrière ce bar-là parce que le barman est cool, il me laisse le faire et le bar est content parce que j'amène une vingtaine de publics qui vont consommer et moi je peux tester mes blagues, inviter mes potes. Ça se fait, mais maintenant à Paris, il y en a beaucoup. Mais il y a une bonne ambiance ou est-ce que c'est un milieu tendu Bon, en fait, j'avoue que je commence à être en dehors maintenant parce que même quand j'habitais à Paris l'année dernière, je faisais beaucoup moins le comedy club parce que je suis papa, donc ça n'aide pas, mais aussi juste le fait de tourner. Je mettais plus d'importance sur mon heure, sur mon spectacle en soi, donc je jouais déjà pas mal mon heure à Paris ou mon heure en tournée, qui faisait que j'avais moins envie et moins le besoin forcément de faire le comedy club. Et parfois, en fait, un intérêt pour faire le comedy club, parfois, c'est pour tester. Et je testais déjà dans le cadre de mon spectacle et parfois, ça m'aidait à mieux comprendre si la blague fonctionnait dans le cadre d'un spectacle où les gens me connaissent un peu, ils voient la référence, ils voient de quoi je parle, plutôt que tester 5 minutes où je dois me présenter, expliquer pourquoi je parle comme ça, etc. Mais les deux sont bien pour tester. Tout ça pour dire que je connais un peu moins le milieu, mais j'imagine quand je parle avec d'autres humoristes qui sont toujours là-dedans, que oui, il y a pas mal de concurrence. Les scènes où c'était hyper facile, sur lesquelles je pouvais monter au début parce qu'ils cherchaient des humoristes. Maintenant, il faut harceler le programmateur et demander d'avoir une petite chance. Donne-moi 3 minutes, comme ça je vous montre que je suis drôle. Et si tu passes, même si tu fais rire, parfois il ne te rappelle pas. Il faut harceler vraiment le programmateur pour avoir une chance pour remonter, pour faire sa place. Donc j'ai entendu que c'est plus dur. Après, il y a aussi les réseaux sociaux, je pense. Maintenant, il y a plein d'humoristes qui émergent grâce aux réseaux sociaux. Complètement. Mais ça, c'est, je trouve, un peu trompeur, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à faire des vidéos très drôles. Pas forcément sur scène, mais juste un face cam ou une mise en situation. Un sketch, ça se fait tellement facilement. Et c'est tellement... c'est pas facile de faire un buzz, mais on peut faire un buzz avec un sujet. Si on sait un peu les choses à cocher, si tu parles de l'actualité, si tu le fais d'une telle façon, tu te moques d'un certain groupe, tu sais que ça va plutôt marcher. Et il y a plein de gens qui font des vidéos qui ne sont pas forcément drôles dans l'exercice de stand-up et vice-versa. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont très drôles sur scène, moins drôles, où ils n'ont pas l'habitude, où ils n'ont pas envie de forcément faire des vidéos exprès pour le réseau. Et voilà, donc... sur les réseaux sociaux, tu as le montage, tu n'es pas devant les gens, tu es devant toi, tu es chez toi devant ta caméra. C'est vrai que ça doit être quand même un autre exercice. Oui, c'est un autre exercice. Et tu peux te permettre de faire des commentaires, pas forcément en attendant des rires,
parce que oui, t'as pas le besoin d'avoir un rire à chaque phrase. Alors que, je veux pas dire que tu as besoin à chaque phrase sur scène, mais tu vas sentir tout de suite sur scène si c'est trop long, si c'est trop didactique, un peu trop. Les gens devraient être plus sympas entre eux, tu vois. Si ça Tout de manque de suite, rythme. oui, tout de suite, ça fait TED Talk et pas forcément quelque chose qui est vraiment drôle, mais sur le réseau, tu peux te permettre d'avoir un vrai message. Donc, il y a des avantages aussi. Donc, Oui. parfois, on fait des vidéos pas forcément pour faire rire à tout prix, mais pour faire passer un message aussi. Donc, Et j'imagine quand tu es sur scène, toi, tu te nourris ça doit être. c'est génial, ouais. T'as beaucoup d'amour, beaucoup de rire, tu te Oui, sens. ou beaucoup de haine, ouais, justement, enfin pas haine, Ouais. mais justement le côté silence, c'est ça qui donne envie. C'est-à-dire que Mais sûrement moins que sur les réseaux sociaux, ça. Hein. J'imagine que les gens oui. sont moins directs, c'est nul. Enfin, tu vois. Ouais, que sur les réseaux ça c'est vrai, sociaux. ça c'est vrai. Mais quand je dis haine, je dis dans le silence. De solitude. Le côté solitude et le silence peut être tellement violent, Ouais, même si c'est pas fait j'imagine. exprès, évidemment. C'est une réaction naturelle d'un public Ah ouais, je sais pas comment tu fais. qui n'a pas apprécié une blague. Mais ça peut être tellement un rappel d'humilité. Ça rend humble, oui. Et donc, Ouais, oui, mais peut-être haine, c'est pas le mot, mais Tu sais, les applaudissements, j'imagine que ça te fait quelque chose, quoi. c'est génial. Comme un En fait, comédien au c'est pour ça théâtre, qu'on enfin, on est accro. Voilà. Beaucoup d'humoristes sont accros à ça. C'est une drogue, dans le sens que vraiment, les moments de high sont Ouais. tellement high, Ouais. parce que tu sens vraiment ce centre du monde hyper drôle, hyper puissant. Quand ça marche, quand tu es dans ton rythme, quand le public est d'accord avec toi, c'est Ouais. génial. Ah, j'imagine. Et l'inverse est vrai aussi. Et tu as des échanges avec les gens parfois, ça arrive, tu fais je sais pas, ou après le spectacle, parfois vous faites des photos, des trucs. Oui, donc Ou dans la rue, j'imagine. je fais parfois des interactions avec le public, ce qu'on appelle ouais. de l'impro. Ouais, L'impro, en anglais, on appelle ça the crowd work. Mhm. C'est tu parles avec le public. Maintenant, ça est devenu très à la mode. Oui. Et parce que parfois, ça peut hyper bien marcher sur le réseau aussi. Ah, c'est vrai. Ouais. L'avantage, c'est que tu brûles pas tes blagues à toi. Tu vois, Chaque spectacle est différent. ouais, et quand tu partages une blague avec une interaction avec un vieux monsieur dans le public, tu sais que c'était le moment même qui était drôle. Ouais. Et donc, tu n'as pas besoin de partager ça. Donc, en fait, on évite que quelqu'un qui vient nous voir en spectacle dise bon, j'ai vu la moitié déjà sur le réseau, ça ne sert à rien de venir le voir en vrai. Oui. Alors qu'on essaie de garder souvent le maximum de vraies blagues pour le spectacle, pour que quand les gens payent leur place, ils ont un spectacle inédit. C'est pour ça que on est tenté de partager ces interactions qui sont inédits ce soir-là, qui vont pas se reproduire sur le réseau parce que c'est facile à partager. On dit bon, c'est pas grave si ça. Ok. Et donc dans partagé. la rue, parfois on te reconnaît, on te demande des photos. Parfois, ça m'arrive, oui. Et donc, voilà, pour revenir à la question, est-ce qu'à la fin du spectacle, je sors? Oui. J'aime voir les gens à la fin. Parce que tu as le côté groupe, full dans la salle, on t'applaudit, et j'imagine que tu as le côté chaque individu est super content de te rencontrer. C'est différent, effectivement. En fait, j'ai tendance à vendre mon livre. J'ai écrit un livre, et donc j'aime vendre mon livre à la fin, partiellement pour l'argent. Ce qui est bien. Non, mais aussi juste pour rencontrer les gens. Je trouve que c'est chouette de voir qui était dans mon public. Et malgré tout, j'aime beaucoup recevoir des applaudissements, surtout les rires quand je suis sur scène. Mais face à face, assez rapidement, je suis gêné. Si quelqu'un vient me voir en disant je peux comprendre. J'aime beaucoup ce que tu fais, et face à face, je veux dire merci. Et assez rapidement, je ne sais plus quoi dire, à part merci. Ouais. Et ça me touche, ce n'est pas que ça ne me touche pas. Non, mais je comprends. Mais je suis assez gêné assez rapidement parce que surtout, je ne sais pas quoi dire après. Mais ça, c'est un côté aussi où les gens savent. Moi, ça m'arrive parfois, pas du tout pour les. Il y a moins le côté fan quand t'es prof. Mais je veux dire, les gens savent beaucoup plus de choses sur toi que toi sur eux. Et donc, t'as forcément un décalage dans un rapport bizarre. L'interaction. C'est très bizarre. Ouais. Et ça me gêne moins qu'ils sachent. Qui savent. Plus sur ma vie que moi sur le leur, ça me gêne pas trop. C'est juste, c'est juste qu'après un moment, je sais pas quoi dire. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends. Moi, je suis très mauvaise en small talk en plus, alors ça peut. Moi, j'essaie de remercier les gens et savoir un peu. Parfois, je peux poser des questions. En fait, je suis plus curieux d'où ils viennent, pourquoi ils sont venus, comment ils sont connus. Et ils m'ont connu, etc. Ouais.
Ok. Comment est ton public? Est-ce que c'est plutôt, t'as des familles, des enfants, ou tu fais des blagues pas trop adaptées? Non, j'ai un peu de tout. T'as de tout? En ce moment, oui, c'est assez familial malgré moi. Je sais pas de faire de blagues. Pour être honnête, j'aime pas trop avoir des enfants dans ma salle. Ouais. Je trouve que le stand-up, c'est pas vraiment fait pour les enfants. Euh, oui, quand je dis enfants, je parle en moins de 16 ans, quoi. Mm. Euh, Même s'il y a beaucoup de familles qui viennent me voir, mais c'est les parents qui décident, quoi. C'est-à-dire qu'ils décident que un enfant de 12 ans est assez mature pour aller voir un spectacle, ok, c'est leur problème. C'est-à-dire que si je dis quelque chose... Même moi, je ne change rien. Hein. Oui. Il y a plein de blagues que moi, je trouve pas forcément adaptées à des enfants, mais bon, j'essaie de dire, bon, c'est pas un spectacle pour enfants. Le stand-up n'a jamais été pour les enfants. Donc, je commence à voir des familles. J'ai assez... oui, je brasse assez large, j'ai l'impression. J'ai pas mal de... Tous les âges. Tous les âges, oui. De plus en plus, le public me correspond, dans le sens que plutôt des gens de trentenaire, quarantenaire, cinquantenaire, on peut dire. Cinquantenaire. Cinquantenaire. Aussi, plus qu'avant. C'est-à-dire Ok. que quand j'ai commencé, oui, j'avais plus de vingtenaire. C'est normal, trentenaire. ouais, j'imagine. Je parle plus du fait d'être père, De ta vie, ouais. de ma vie aujourd'hui, donc peut-être ça attire. Est-ce que tes d'autres- enfants ont vu ton spectacle? Tu montres ton Oui, travail? en fait, Ils ont quel âge? ma fille, donc j'ai 3 enfants. Ma fille, elle a bientôt 14. Mon Ah, fils, waouh, ok, elle est grande. mon fils bientôt 11. Et le dernier, qui est aussi un garçon, a 7. Ok, ah oui, ils sont Donc, assez grands. Ma fille est venue voir mon deuxième spectacle que je viens de finir cette année. Elle doit être trop fière. Donc, elle est venue voir la captation à la Cigale quand j'ai joué en janvier. Et même l'année avant ça, elle est venue. Mais ça restait assez exceptionnel. Est-ce que tu avais la pression de savoir qu'elle était là? Oui. Plus... Ah ouais? Oui, ok. mais heureusement, surtout que je parle d'elle aussi. Hein. Je fais quelques blagues sur elle. Et après, je lui posais la question avant la captation du spectacle. Je dis, si ces blagues-là te gênent, je les enlève. Le problème avec ma fille, entre guillemets, problème, c'est qu'elle adore quand je parle d'elle sur scène. Elle est dans cette phase-là, donc au contraire, elle a dit, oh non, j'adore les blagues, plus tu parles de moi, mieux c'est. Et donc, non, et mon fils, le deuxième enfant, il a vu un rodage une fois, et voilà, une demi-heure. Ils ont aimé? Ils ont aimé, oui. Ok. Ils ont aimé et heureusement, ils sont assez fiers de moi, donc c'est cool. Et même tes amis, ta famille, je me demande, américaine, s'ils parlent pas français, ils peuvent pas voir ton travail? Ils peuvent pas se rendre compte? Oui, c'est vrai. À quel point t'es drôle, par exemple, tu Oui, vois, en moi, français? je partage toutes les vidéos que je partage sont double sous-titrées. Ouais, c'est vrai, oui, Je c'est mets en vrai. français et en anglais. Mm. Mais encore une fois, c'est pas la même chose de lire des blagues Ouais. à quelqu'un qui récite des blagues en français et tu lis le sous-titre en anglais, c'est pas la même Non, chose. ouais. Il y a énormément d'émotions et le rire, c'est vraiment un truc spontané d'émotion. Ouais. Et que si tu lis, c'est pas la même chose. Mais oui, je pense qu'il voit en gros pourquoi je suis drôle, si je peux me permettre. Ouais, ils se rendent compte quand même. Mais c'est pas la même chose. Je pense que ça les impacte pas de la même façon que si c'était un francophone. Et aussi, surtout qu'il y a certaines blagues où ils n'ont pas la ref. Ouais. J'ai fait une blague sur Philippe Catherine, laisse tomber, on ne voit pas qui c'est quoi, aux États-Unis. Donc, Oui. Si tu ne comprends pas qui est Philippe Catherine, c'est pas drôle. Ouais. Si je fais des blagues sur la langue française, si tu n'es pas en train d'apprendre la langue française, c'est pas drôle. Tu vas pas pouvoir t'identifier, ouais. Encore une fois, il y a tellement de choses dans le stand-up, dans l'humour en général, qui est culturel, qui est référentiel, qui est linguistique, que si on n'a pas tout ça, c'est Ouais. c'est Ou pas alors, la il faut trouver même chose. l'équivalent de Philippe Catherine. Parfois, c'est possible, j'imagine, un acteur. Tu sais, parfois, il y a Ouais. des blagues dans les films, quand ils les traduisent, ils trouvent l'équivalent du pays Ouais. pour que ça parle au Ouais, public. je mais peux c'est essayer de compliqué. trouver ça, Ouais. mais je ne vais pas ressortir ouais. ma blague devant un pote Ouais. quand je suis aux États-Unis. Et on va pas, je vais plutôt expliquer pourquoi ça peut être drôle pour un public français. Ouais. Mais oui, des blagues qui sont... parfois, je fais des vidéos en anglais malgré tout. Ils apprécient. Mes parents aussi, je suis assez chanceux que mes parents sont plutôt fans aussi. Et mon père, il est vraiment... alors que quand j'étais ado, quand j'avais vingtaine, j'avais l'impression qu'il était vraiment
il disait, je ne sais pas ce que... Qu'est-ce que tu veux faire? Il va devenir ce petit-là. mais là, du coup, c'est cool qu'il soit fier de moi, au moins aujourd'hui. Bah ouais. Mais j'imagine que c'est inattendu, même si quand tu as dit que tu allais déménager en France, à Paris au début, tu viens de New York, hein, t'as dit, hein, t'es né, ouais. C'est quand même inattendu, quoi, comme tournant. Oui, surtout quand... Tomber amoureux, déménager... Comme je dis dans mon spectacle, j'ai quitté New York pour Toulouse, quand même, qui veut dire perdre. Ah oui, donc c'est vrai, ça. Ça, à mes amis, c'était dur. Donc, oui, non, c'était un peu n'importe quoi. Ça aurait pu ne pas marcher. Tu vois, je comprends ton père qui... Oui, non, mais mes parents étaient très inquiets, ouais. Et tes enfants, maintenant, tes 3 enfants, tu leur parles en anglais? Oui. Ils sont bilingues complètement? Oui. Oh, incroyable, ça. Je leur parle uniquement en anglais, ma femme uniquement en français. Et on a trouvé que ça marche plutôt bien. Le fait que chaque parent parle une langue différente. Oui, c'est une méthode. Parce qu'il vaut mieux faire ça plutôt que les 2 parents qui mélangent les 2. Et après, ils vont à l'école en France, donc ils sont dans un environnement francophone. Oui, c'est la seule référence. Oui, ils sont plutôt francophones, mes enfants. Mais ils parlent, ils comprennent, ils regardent les films en VO. Ils parlent anglais comme toi. Enfin, je veux dire, ils t'essayent de... Oui, ils peuvent avoir un petit accent. Ouais. Pas forcément un accent typiquement français, hein, mais un accent qui... On sait qu'ils ne sont pas natifs, qu'ils n'ont pas grandi aux États-Unis. Okay. Donc, oui. Mais c'est génial. Mais ils sont assez à l'aise avec l'anglais. Ils sont... encore une fois, pas vraiment autant que le français, mais pas mal. Ouais. Et avec ta compagne, vous parlez un peu français. des deux? Non, français, 100%. Okay. Ouais. Elle parle un peu anglais, quand même. Elle me parle en français. On parle uniquement... Donc, ça peut être un peu n'importe quoi à la maison. Oui, j'imagine. Je parle... mais ça devient naturel maintenant. Donc, quand j'adresse un de mes enfants, je parle en anglais et je tourne pour adresser à ma femme, je parle en français. Donc c'est vraiment... mais j'ai pris l'habitude de faire ça. J'imagine. Oui, bah oui. Ouais. Ok. Est-ce que tu t'inspires parfois de ça on en parlait tout à l'heure, ton public a évolué, puisque tu es devenu père, etc. Tu t'inspires de ta vie de famille? Tu t'inspires? Ah oui, tu notes tes idées toujours, ta liste? Oui, ouais. Donc pour répondre à la première question, oui, complètement. En fait, ma vie quotidienne, c'était toujours mon inspiration, en fait. Principale, je veux dire. Dans le premier spectacle, je parlais de mes expériences en tant qu'Américain en France. Le deuxième spectacle, j'ai utilisé le cadre de La Cigale et la Fourmi pour parler de plein de trucs différents. Mais malgré tout, c'est une espèce de prétexte. Et le thème du spectacle, c'est juste un prétexte pour parler de plein de sujets que je voulais aborder. Mais aussi de la personnalité de chacun, c'est-à-dire qu'on est souvent un peu plus fourmi ou plus cigale, et on s'adapte aussi, c'est-à-dire que j'en parle sur scène du fait que dans mon couple, par exemple, ma femme est plus cigale que moi, et donc ça me force à être la fourmi du couple. Donc il suffit qu'il y ait quelqu'un qui est plus détente. Du coup, tu te sens l'obligation d'être plus tendu et donc, du coup, préparer un peu plus parce que tu sais que l'autre ne va pas le faire à ta place. Ouais. Mais par exemple, ça c'est... je peux avoir d'autres thèmes, mais j'utilise ça pour, entre guillemets, excuse de parler de ma vie quotidienne. Ouais. Et donc, quand tu notes tes petites idées, donc j'imagine que tu as un carnet ou sur ton téléphone, peu importe, et quand tu passes à l'écriture vraiment des blagues, du spectacle, quoi. Il faut que ce soit un moment... tu te lèves pas un matin, allez hop, aujourd'hui j'ai de l'inspiration, je vais écrire. T'écris quelques phrases, après tu fais une pause, tu reviens 2 semaines après. Comment ça marche je voudrais bien savoir comment ça marche, parce que moi, je suis toujours à la recherche d'une bonne méthode, pour être honnête. Ce qui est sûr, c'est que je note des idées. Dès que j'ai une idée, il faut noter. Même si 2 minutes après, tu dis c'est con, c'est bête. Non, il faut tout noter. Parce que tu sais jamais. Parfois, je retrouve de petites blagues que j'ai notées il y a 6 mois. Je dis, en fait, c'était pas mal comme idée. Et tiens, ce début d'idée marche bien avec cette autre idée que j'avais. Peut-être si je le mets ensemble, j'ai une blague. Et donc... Je pars du principe qu'il faut tout noter. Dès que j'ai une idée moitié drôle, je la note. Ouais. Une observation, parfois, c'est pas forcément une blague, c'est juste « Ah, ça c'est drôle, pourquoi on fait ça comme ça ?» Et après, parfois, je revisite cette idée-là et je trouve la blague. Parfois, j'essaie, comme je viens de dire,
relire un peu mon carnet et trouver j'ai parlé 3 fois de mon père cette semaine-là. Peut-être il y a quelque chose à dire sur mon père. Peut-être je peux trouver une blague en mettant ces deux idées ensemble. Et, mais après, ça, c'est juste l'écriture. C'est ça qui est dur. Encore une fois, je peux l'écrire, je peux être devant mon ordinateur et être très inspiré, mais le soir même, je peux tester la blague et il s'avère que ça va pas du tout, quoi. Moi, je trouvais ça drôle et ça va pas sur scène. Parfois, c'est parce que, encore une fois, parfois c'est parce que j'ai pas choisi le bon mot, parfois c'est un sujet trop hard, trop triste, ou moi je trouvais ça ironique ou sarcastique, alors que le public trouve ça juste triste ou pas drôle Et ou trop personnel parfois. tout à l'heure, tu dis, je te demandais si les Américains et les Français riaient de la même chose. Ça me fait penser, tu viens de parler du sarcasme. J'ai l'impression qu'on est plus sarcastique que les Américains. Dans la vraie vie, oui, socialement, je trouve, oui. Mais pas forcément en spectacle. En spectacle, en fait, ça dépend parce qu'il y a tellement d'humoristes différents aux États-Unis ou en France aussi, mais parce que plein de Français me disent souvent, oui, on a l'impression qu'aux États-Unis, on peut oser dire des choses sur scène qu'on ne peut pas en France, alors qu'ils me citent 4 ou 5 humoristes américains hyper osés, et je dis oui, mais ils sont arrivés à ce point-là parce qu'ils étaient... ça faisait déjà 20 ans qu'ils faisaient ça et qui font autant de bides que... En fait, et on voit le meilleur de meilleur, quoi. En fait, le top de top, on la crème des humoristes américains. J'ai dit oui, ils arrivent à dire ça parce que la blague est tellement forte ou l'observation tellement originale qui fait qu'ils peuvent le dire. Donc je trouve que c'est toujours... Je pense qu'on peut dire des choses dans les deux pays, c'est juste savoir un peu où est la frontière, où est le côté tabou, et flirter avec ça. De vraiment savoir quand tu as franchi trop, c'est-à-dire quand je dis trop, c'est pas par rapport à les mœurs, mais par rapport à ce que le public trouve drôle. Ouais. Parce que tu peux faire plein de blagues que toi tu trouves drôles, mais ton rôle, ton boulot malgré tout, c'est de faire rire le public. Et Parce que le sarcasme, il faut quand même bien le maîtriser, ou les blagues, j'imagine que tu peux vite, si tu le répètes un peu trop, ça peut faire un peu lourd, pas assez, on n'a pas bien... compris que c'était une blague, par exemple. Il y a vraiment une... C'est difficile, quoi, de doser. C'est difficile, et ça pareil, même il y a avec certaines personnes où ça marche très bien, donc c'est même pas une question de pays, c'est une question de... Il y a des personnes qui sont très littérales. Tu peux être en soirée, tu es sarcastique avec tout le monde et ça rigole, tout le monde chope ton humour et le lendemain tu fais pareil et personne rigole parce qu'ils sont trop premier degré ou t'es sarcastique sur un tel sujet qui est un peu tabou, on va savoir, mais ça joue à rien, quoi. Mais moi, l'ironie, j'ai déjà fait des blagues, pas en espagnol ou en français, en anglais, enfin pas dans ma langue maternelle. Oui. Et si je tente de l'ironie, par exemple, ou du sarcasme, alors je dois probablement mal le faire, mais je veux dire, la personne dit ah bon, par exemple, et je dis bah non, enfin c'est le contraire. Et donc devoir expliquer ça, je dis bon, est-ce que c'est culturel ou juste je l'ai mal dit? Non, mais je pense que parfois, parce que c'est pas ta langue maternelle, quand je m'écoute en français, quand je m'écoute en anglais, j'ai pas la même intonation, j'ai même pas le même ton. C'est-à-dire que les gens disent que je parle, je pense que c'est plus grave, ma voix est plus grave quand je parle français ou l'inverse. Donc on n'est pas pareil. Et donc forcément, tu peux jouer avec ces petits... Parce que le sarcasme, surtout, ça joue à rien. Ça joue t'as monté le dernier mot, t'as fait et donc du coup, on comprend que c'est du sarcasme. Alors si tu as fait on dirait que tu le disais en premier degré. C'est donc, intéressant. Ça joue à rien. Et donc, si t'as pas forcément ces codes-là, ou parce que tu as un accent, du coup, on ne comprend pas le sarcasme. Et le truc aussi, c'est que plein de fois, j'écris une blague et ma femme, par exemple, elle va dire « c'est drôle, mais dans ta bouche, on ne va pas comprendre si tu es premier degré ou second degré. Okay. » Tu vois? Et donc, je dis « putain, mais ça fait déjà 15 ans que je fais stand-up en français et toujours, j'ai une espèce de filtre où elle dit... Elle a peur que les gens ne vont pas comprendre. Ou ils vont se poser la question, est-ce qu'il voulait dire ça ou ça? Mais je pense que le fait que tu sois américain, oui, ça change, même si tu parles très bien français, que tu connais très bien la culture française et tout, il y a forcément
comme il est américain, peut-être qu'il a voulu dire ça. Les gens vont peut-être penser, tirer des conclusions. Parfois, c'est vrai. Et parfois, c'est vrai. Oui, Parfois, quand je suis sur scène, je peux toujours faire des fautes. Je peux toujours, quand je suis en impro avec le public où c'est pas scripté. Donc, je suis en roue libre. Je parle comme je parle à toi maintenant. Je peux dire un table au lieu d'une table. Et tout de suite, les gens, ils savent pas que si je le fais exprès. Alors que peut-être je l'ai fait exprès. Parce que je sais très bien que c'est une table. Mais eux, vu que ça peut m'arriver de faire de vraies fautes, ils vont pas savoir si je l'ai fait exprès ou pas. Juste ça, c'est un petit exemple. C'est une super leçon, je pense, pour mes élèves ou les personnes qui apprennent le français. Tu t'es devant des centaines de personnes, tu fais des erreurs et c'est pas grave, ça fait rire les gens le prennent bien. Toi, mais c'est un grand travail pour moi. C'est génial. Au début, j'étais tellement stressé de faire des fautes sur scène que ça m'a donné vraiment le trac. C'est presque une thérapie, une thérapie, une façon de quand tu fais ça et tu fais des erreurs devant tous ces gens, après à la boulangerie, t'as plus peur, j'imagine, de dire le baguette. Ou parfois, parce que la boulangère peut être plus critique que le public, quoi. Faut savoir. Mais oui, non, au début, j'avais presque autant de trac de faire des fautes. Ouais. Et de bien prononcer les mots. Parce que j'avais tellement peur que ça faisait pas rire à cause du fait que j'ai mal prononcé. Et donc, du coup, j'étais tendu. Oui. Et maintenant, même si j'ai toujours un peu ce trac-là, je suis beaucoup plus détendu. Je dis, OK, pas grave. Ouais. C'est pas grave si je fais des fautes ou c'est maladroit. Tout à fait. En fait, l'humour, c'est les tripes. Et donc, si je dis quelque chose où j'ai fait 5 fautes dans la même phrase, mais ils ont compris l'idée parce que j'étais en colère et l'intonation est là, le message est là, et c'est même presque drôle de voir quelqu'un en colère qui fait des fautes partout. Je pense que ça peut même ajouter, oui. Oui, ça peut ajouter. Voilà, donc j'ai appris que c'est pas grave et il faut pas que je prenne la tête là-dessus. Ouais. Et qu'il vaut mieux, les émotions que je transmets, c'est plus important que la grammaire. Oui, totalement. Ouais. Trop cool. Donc là, tu es en rodage pour le 3e spectacle. Oui. Et donc, je mettrai les informations de toute façon. J'ai des dates tournées un peu partout en France, en Suisse, en Belgique, j'aurai des dates 2026, encore. 2027 Oui, surtout 2027, 2028. Ok. Oui. En fait, oui, il me reste des dates de rodage en 2026. À partir de 2027, je peux plus. J'ai décidé que je serai plus en rodage. Ok. 2027, c'est. Oui, donc j'aurai des dates à Paris à partir de 2027 et super. Toujours des dates en tournée un peu partout, même au Québec en 2027 aussi. Donc tout ce qui est monde francophone, je voudrais bien encore aller encore plus loin, en Afrique ou en Asie. Ça serait cool. Génial. Je mets les informations en description. Okay. Sur Instagram, c'est ton réseau principal? Ouais, non, j'ai un site, sebmax.com. Okay. Évidemment, tout ce qui est Instagram, tout ce qui est Facebook, TikTok aussi. Oui, il y a quand même YouTube. des vidéos drôles sur Instagram, donc je pense que c'est bien quand même. Et donc, sur mon Instagram, il y a l'affiche où il y a pas mal de dates de tournée. Mais le mieux, c'est le plus à jour, c'est mon site internet que je mets à jour. Dès que j'ai une nouvelle date, je l'annonce sur sebmax.com. Et moi, je viens de voir à Annecy, Annecy je t'annonce. Je te dis quand je serai là-bas. Super, merci beaucoup. Merci.